Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Bonsoir, chers amis web spectateurs. Nous accueillons pour vous aujourd'hui Monsieur Anissé Mobé, qui est chercheur en sciences sociales. Il collabore aussi avec le journal Le Monde diplomatique que voici. Il est membre du comité de rédaction de l'année francophone internationale. Donc avec lui nous allons parler aujourd'hui de deux sujets majeurs. Il y a le rôle des élites universitaires au Congo. Entre-temps nous allons aussi parler de l'autre sujet. C'est quoi l'autre sujet? Merci beaucoup de m'avoir invité. Aussi merci à nos téléspectateurs, puisque vous m'avez invité pour qu'ensemble nous puissions nous pencher sur l'actualité brûlante, faite notamment des controverses autour de la révision ou non-révision de la Constitution. Tout à fait. Oui, sans plus tarder, nous allons passer directement à la toute première question. L'actualité brûlante, comme vous le savez, c'est dominé par la question de la révision constitutionnelle. À votre avis, pour quelle fin veut-on changer la Constitution? Merci beaucoup, une deuxième fois. Merci parce que là, d'emblée, vous touchez les fonds du sujet. Tout à fait. Pourquoi il faut changer ou ne pas changer la Constitution? Tout à fait. Alors, je complète la question, je la précise, je la clarifie. Qui est on quand vous dites on veut changer la Constitution? Dans ces genres de sujets, il faut absolument identifier clairement les différents acteurs, surtout qu'il s'agit des acteurs qui sont dans les champs politiques. Et quels sont ces champs politiques-là? Ça, c'est un. Je pense que quand vous dites pourquoi il faut changer la Constitution, ne pas changer la Constitution, effectivement, il y a des gens qui sont farouchement opposés à toute révision de la Constitution. Tandis que d'autres, notamment les pouvoirs, ceux qui sont proches du pouvoir, ils veulent absolument réviser la Constitution pour que le chef de l'État puisse faire un troisième mandat, alors que c'est interdit par la Constitution. La question que nous devons leur poser en tant que citoyens, c'est très important. La question que nous devons leur poser et que nous devons nous poser, pourquoi veulent-ils changer la Constitution? Parce que le passé politique de tous ces gens-là, parce que ce sont des acteurs, ce sont des gens bien connus, nous les connaissons, nous connaissons leur parcours politique. Leur parcours politique nous pousse à nous méfier de leur démarche. Aussi bien ceux qui sont pour la révision que ceux qui sont contre, parce que leur passé politique nous oblige à considérer qu'ils veulent changer la Constitution ou bien ils veulent ne pas changer la Constitution, non pas dans l'intérêt du Congo et des Congolais, mais pour leurs propres ambitions politiciennes, même pas politiques, mais politiciennes. Donc pour cette raison, je pense qu'il faut se réjouir que cette controverse-là, c'est une controverse. Mais de plus en plus, les citoyens congolais commencent à s'approprier cette question pour en faire un débat de société, parce qu'on ne change pas impunément une constitution comme telle. Donc ça, c'est une première observation. Deuxième observation, c'est qu'il faut aller à l'essentiel. Quand il faut aller à l'essentiel, il y a deux points qu'il faut souligner. D'une part, cette
ces velléités de changer la Constitution nous renvoient à des fâcheux précédents. Ce n'est pas la première fois que notre pays est confronté à un changement de Constitution, à une révision de Constitution. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point aussi, c'est que il est grand temps que les Congolais puissent se défaire de du fétichisme juridique qui croit que parce que vous avez le droit, la Constitution, tout va aller très bien. Non, il faut se dégager de ces fétichismes. Donc voilà 2 points. Donc c'est un fâcheux précédent. C'est cette vérité de changer la Constitution. C'est une illustration presque ubuesque de fâcheux précédents dans l'histoire du Congo. Et deuxièmement, il faut sortir du fétichisme juridique. Oui, mais vous appelez ça fâché précédent alors qu'on a vu avec les élections de novembre 2011 que on avait d'abord, au sortir d'ailleurs de Sun City, on avait modifié la Constitution, on l'a adapté au goût de celui qui devait se présenter parce que la date limite était au moins de 40 ans, mais le président actuel avait moins que ça, on avait déjà révisé une fois et puis la deuxième fois, on a encore révisé pour passer d'un tour, de 2 tours à 1 tour et puis là encore, vous venez de dire donc ça devient l'habitude, ce n'est pas un fâché précédent comme vous le dites. Si, c'est vraiment un fâché précédent. En quoi c'est fâché précédent? Puisque vous avez remonté jusqu'à Sun City, mais le Congo indépendant ne commence pas avec Sun City. Le Congo indépendant existe avant Sun City. Puisque nous sommes devenus indépendants le 30 juin 1960. Tout à fait, oui. Bon. Alors, vous savez, quand je dis fâché précédent, en 1964, au moment de la conférence constitutionnelle de Lulabourg, c'est-à-dire que 4 ans après l'indépendance de notre pays, nous avons été capables de nous réunir, toutes les forces vives, toutes les composantes de la société congolaise. Nous nous sommes réunis à Lulabourg, sous la présidence de M. Joseph Ileyo, ancien président du Sénat. Tout à fait. M. Ileyo, c'était le rédacteur en chef du manifeste de conscience africaine. Pour la première fois dans notre pays, les Congolais ont dit aux Belges, il est temps que nous devenions indépendants. En 1956. En 60, il est président du Sénat et en 64, il se retrouve président de la conférence constitutionnelle de Lulabourg. Donc la constitution de 64 n'était pas un texte élaboré par un groupe d'individus. Non, le gouvernement du Congo à l'époque, consensuel. Le gouvernement congolais à l'époque, présidé par M. Cyril Adoula, a été capable de réunir tous les Congolais, de discuter ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. C'est ça la démocratie. Pendant la conférence constitutionnelle de Lulabourg, M. Ileyo, président de la conférence constitutionnelle, envoie des délégués auprès de M. Kasavubu, chef de l'État, pour lui dire voilà ce que nous prévoyons pour la Constitution, le pouvoir du chef de l'État. Tout à fait, tout à fait. C'était presque du prêt-à-porter. C'est-à-dire que le Congolais, voulant tirer des leçons du conflit politique institutionnel qui avait opposé Kasavubu, chef de l'État, et Lumumba, Premier ministre, donne des pouvoirs considérables au chef de l'État, prévoit de lui donner des pouvoirs considérables. Vous savez quelle a été la réponse de Kasavubu? Il dit, écoutez, il faut rédiger une constitution dans l'intérêt supérieur de la nation et non dans mon intérêt à moi. Vous m'accordez tant de pouvoir, et si demain je ne suis pas là, il y a quelqu'un d'autre. Vous voyez, un esprit avisé, patriotique, prémonitoire. Prémonitoire quand on sait ce qui s'est passé après, et notamment quand vous évoquez Sun City où on a comme ça passé par perte et profit l'exigence d'avoir 40 ans. L'exigence d'avoir 40 ans est inscrite depuis la constitution de Lulabourg. Ça a été repris en 67, ce qui veut dire que c'était devenu un principe général des droits constitutionnels chez nous. Mais malheureusement, on l'a foulé parce que on a voulu arranger les gens qui étaient là, délégués par, je ne sais pas qui les a délégués d'ailleurs, pour faire plaisir à telle ou telle personnalité, passe par perte et profit cette exigence. Quand ça vous dit non, il faut rédiger la Constitution. Donc là, apparemment, il y a un qui de fétichisme juridique. Non, on va y revenir. Voyez ces premiers exemples pour illustrer le fâcheux précédent historique. Ah, d'accord. Ça, c'est 64. Vous voyez que nous avons un chef d'État qui, lui, refuse d'être doté de pouvoirs exorbitants. Mais 10 ans après, 74, le président Mobutu
elle nous impose une révision constitutionnelle qui abolit les principes de séparation des pouvoirs en 1974. Donc, et deuxièmement, il y a même des articles de la Constitution qui ne lui sont pas applicables. Donc, lui, il peut indéfiniment briguer la présidence du MPR. Ça, c'est deux. Vous voyez le contraste, 64 et 74. Tout à fait, tout à fait. En 70, le président Mobutu est candidat pour être à l'élection présidentielle de 70. Donc, le MPR, au congrès du MPR, Ansele, l'a désigné candidat. Il dépose son dossier de candidature à la Cour suprême, qui, à ce moment-là, fait office de la Cour constitutionnelle. C'est Marcel Liaou qui est premier président de la Cour suprême. La Cour suprême, nous sommes en 70, rend un arrêt avant dire droit, comme on dit en droit, c'est-à-dire qu'on ne statue pas sur le fond, mais on statue sur la forme. Pour dire à Mobutu, vous déposez un dossier de candidature qui est incomplet. Il manque une pièce essentielle, parce que la Constitution interdit à un militaire de faire de la politique. Tout à fait, tout à fait. Êtes-vous toujours militaire ou pas? Vous savez que le président Mobutu était malade pendant des jours et des jours. Il est venu déposer un deuxième dossier avec un document venant du quartier général de l'armée établissant qu'il est mis en disponibilité de l'armée. Ce qui, juridiquement, établissait qu'à ces jours-là, il était dégagé des obligations militaires. C'est comme ça qu'il a pu déposer un deuxième dossier et participer. Tout à fait. Mais je rappelle que nous sommes en 70. Et d'ailleurs, là encore, il s'agissait des arrangements non, ce n'était pas un arrangement. C'était pas un arrangement. Mais la sanction a été immédiate dès 71. Il impose les MPR comme institution suprême du pays. Pas encore parti-État, mais c'est la première étape. Et Liaou, premier président de la Cour suprême, et Ken Gwadon, le procureur général, sont d'office membres du comité exécutif du MPR. Voilà, deuxième exemple de fâcheux précédent, c'est-à-dire la manière dont parfois on révise la Constitution. Oui, troisième exemple de fâcheux précédent. Vous savez, en 1960, au moment où nous organisons les élections législatives et puis les élections provinciales dans chaque province. Cette loi, au Katanga, il y a des blocages, on n'arrive pas à dégager une majorité. Eh bien, le Belge, notamment à l'époque, le vice-gouverneur Scholler, s'arrange pour faire modifier la loi vraiment presque en urgence, de telle sorte qu'on puisse dégager une majorité à la province du Katanga, ce qui permettra plus tard Tchombe de proclamer la sécession. Et enfin, voilà. Donc, je vais dire par là, ce n'est pas la première fois qu'on se trouve devant un tel problème d'ordre constitutionnel. Et pour terminer sur le fâcheux précédent, je rappelle, si vous y avez fait allusion, en 2011, la révision constitutionnelle de 2011 s'est faite sur des bases juridiques viciées, imposer un seul tour à l'élection présidentielle et surtout inféoder totalement la magistrature au pouvoir politique. Et malheureusement, comme cela nous arrive toujours dans notre pays, lorsqu'on est confronté à un problème, au lieu de trouver une solution appropriée, nous nous contentons des non-solutions ou bien des bricolages. Au point que, lorsque plus tard, le même problème ressurgit, bien un autre problème, même si on arrive à les résoudre courageusement, eh bien, ce courage-là n'a pas d'effet bénéfique parce que nous continuons à payer les effets pervers de la non-décision face aux problèmes précédents. On n'a pas suffisamment réagi en 2011. Oui. Voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Tout à fait. On n'a pas suffisamment... Oh, nous n'avons pas suffisamment réagi en 2006, lorsqu'il a fallu organiser des élections présidentielles sur la base des sanctions. Il était question de discuter de tout, sauf de Kabila. De Kabila, oui. Voilà. Et de son âge voilà aussi. Pourquoi je parle de fâcheux précédents, tout à fait, dont je les ai illustrés. Et enfin, deuxième élément, comme je l'ai dit, sortir du fétichisme juridique. D'accord. Ouais, j'espère que nos amis web spectateurs ont bien compris tous les éclairages de M. Anissé Mobé. Donc, nous allons essayer maintenant de voir que le précédent fâcheux
continue. Et c'est là quel risque ça peut nous entraîner dans l'avenir à voir cette culture de laisser passer des fâchés précédents en fâchés précédents. Bon, ça dit qu'il faut essentiellement, hein, c'est défaire du fétichisme juridique. Ce n'est pas parce que vous avez une constitution ou bien un texte de loi que tout est résolu. Non. Le problème de la Constitution, c'est aussi un problème politique, au sens de rapport de force, au sens de projet, au sens de la gestion de l'État. Parce que la Constitution, c'est surtout ça d'abord, l'organisation de l'État, son administration, les institutions. Bon. Quand je dis fétichisme juridique, oui. Vous savez que jusqu'à ces jours, pendant très longtemps, dans notre pays, il y avait un débat autour pour savoir si M. Kasavubu, en 1960, avait le droit de démettre le Premier ministre Patrice Lumumba. Tout à fait, tout à fait. Depuis une commission d'enquête parlementaire belge a rendu son verdict, je crois que la donne a changé. Parce que nous savons aujourd'hui que ce n'est pas Kasavubu qui a rédigé les décrets de démettre son Premier ministre, mais c'est plutôt un ministre belge qui a rédigé ce décret. Mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Hein. C'est M. Wigny. Les Belges se sont même arrangés pour que le journal congolais, le journal officiel, soit imprimé en Belgique pour être sûr que le décret va sortir. Ça, c'est des vérités. Et même lorsque... beaucoup de nos gens ne connaissent pas tout ça. Lorsque les décrets Kasavubu a lu les décrets, Lumumba a fait remarquer que, au terme de la loi fondamentale que les Belges nous ont imposée, tout acte du chef de l'État doit être contresigné par un ministre. Oui. C'est comme ça que Dardar, Justin Bomboko et un autre ministre ont contresigné, mais en retard. Vous voyez, quand je parle de fétichisme... Oui, mais là, vous me rappelez aussi la constitution de Liège qu'on a attribuée à Louis Michel pendant les temps que vous déclinez alors, tout ça. Kasavubu, dire aujourd'hui que Kasavubu avait les droits d'émettre le Lumumba n'a plus de sens. Il y a toujours des interférences belges. N'a pas de sens dans la mesure où ce n'est même pas lui qui a rédigé les décrets. Donc il faudrait à l'avenir y réfléchir. Deuxièmement, le fétichisme juridique. Vous savez, pendant l'époque coloniale, le droit judiciaire colonial au Congo, en lui-même était déjà source d'arbitraire, parce que déjà le pouvoir exécutif s'est confondu avec le pouvoir judiciaire, au point que dans la commission mise en place en 1904 pour enquêter au Congo sur les violences dont subissaient les Congolais, a mis en exergue le fait que le procureur général au Congo était soumis à l'autorité du gouverneur général. Deuxièmement, le commissaire des districts, dont une autorité administrative, était en même temps juge unique au tribunal des districts. Vous voyez? Donc, cette imbrication du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Pourtant, c'était les droits. Il a fallu attendre 1960, 2 ou 3 mois avant l'indépendance, pour, par exemple, abolir la ségrégation judiciaire, puisque Congolais et Européens n'étaient pas justiciables des mêmes juridictions. Donc voilà jusqu'où peut amener le fétichisme juridique. Et donc, par conséquent, il vaut mieux, dans l'état actuel des choses, étudier les champs politiques, les différents acteurs, leur positionnement, leur stratégie s'ils en ont, et surtout comment les citoyens congolais, c'est-à-dire la société civile, peut se réapproprier le champ politique de telle sorte que le pouvoir qui sera issu d'élections, si jamais il faut organiser des élections, soit un pouvoir qui résulte d'une production endogène du politique et non pas d'une production exogène. Et enfin, dernier élément, puisque vous avez parlé de constitution de Liège. Souvent, les Congolais parlent de la constitution de Liège avec un certain dédain, avec beaucoup de légèreté. En fait, il faut jamais parler de ça avec légèreté. Parce que le Congo, nous avons des relations très compliquées avec l'université de Liège.
En 1960, la loi fondamentale qui a fait office de la Constitution du Congo de 60 jusqu'à 64, la loi fondamentale a été rédigée par un professeur de Liège, M. Francis Perrin, dès 60. Et au moment de la sécession, l'université de Liège, contrairement à l'université libre de Bruxelles, l'université de Liège a pris fait et cause pour la sécession du Katanga. Elle a soutenu Tshombe. Et d'ailleurs, c'est à l'université de Liège que Tshombe allait puiser la plupart de ses conseillers. L'université de l'ULB a refusé la sécession katangaise. Louvain était ambigu. Voilà. Donc, vous voyez maintenant, plus de 40 ans après l'indépendance du Congo, recourir à des professeurs de Liège pour élaborer une constitution, c'est une régression, à la fois sur le plan politique et sur le plan intellectuel et sur le plan universitaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, nous allons passer à la seconde question. Ici, on va essayer de voir un peu quels sont les traits marquants du champ politique des Congolais. Donc, influence-t-il les controverses actuelles? Bon, d'abord, commençons par les champs politiques, oui. Les différents acteurs. L'acteur principal, apparent, semble être le chef de l'État. Tout à fait, tout à fait. Or, son intrusion, pas son entrée, je pèse mes mots, son intrusion dans les champs politiques au Congo a été faite, résulte de l'intervention militaire étrangère, c'est-à-dire des armées rwandaises. Ce sont les interventions des armées rwandaises et ougandaises qui ont permis à M. Joseph Kabila de s'infiltrer dans les champs politiques au Congo. Tout à fait, par la petite porte d'ailleurs. Hein. Contrairement à Laurent Désiré Kabila, qui était déjà un acteur politique dans les années 60, notamment au moment des rébellions. Oui. Donc c'était quelqu'un de connu dans les champs politiques au Congo, quelles que soient les positions qui étaient les siennes. Oui. Quel que soit... Petite repli. Et puis, oui, mais il était connu. Il avait une identité politique dans les champs politiques au Congo. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas de... C'est sur base qui s'est même d'ailleurs replié. Deuxièmement, cette intervention militaire rwandaise dans notre pays a eu et continue à avoir des conséquences assez considérables. D'abord parce que pendant 18 mois, le Rwanda a réussi à nous imposer un de ses officiers comme chef d'état-major de l'armée. Tout à fait, James Kabarebe. 36 ans après l'indépendance du Congo. Tout à fait, oui. Et dire que cette armée rwandaise a défait l'armée zaïroise pendant que le Congo avait à sa tête un militaire, maréchal de son État. Deuxièmement, en 14-18, puisque nous sommes en train de fêter les centenaires de la Grande Guerre, oui. Les soldats congolais, c'est-à-dire vos arrière-grands-parents, mes arrière-grands-parents, oui. Les arrière-grands-parents des téléspectateurs ont écrasé les armées allemandes qui étaient en Afrique de l'Est, c'est-à-dire au Rwanda, au Burundi, au Tanganyika, l'actuelle Tanzanie. Nous nous sommes battus même jusqu'au Cameroun, nous sommes battus même jusqu'en Namibie. Nous avons écrasé les armées allemandes. D'ailleurs, c'est... un passé glorieux. D'ailleurs, ici en Europe, ni l'armée belge, ni l'armée française, ni l'armée anglaise n'ont vaincu les armées allemandes, puisque la Belgique et la France étaient occupées. Mais nous, nos militaires ont été capables de se projeter sur des théâtres d'opération éloignés de notre pays. Tout à fait, tout à fait. Alors, il faudra expliquer un jour comment, alors que de 1918 jusqu'à 1960, les Rwandais n'avaient pas d'armée, ce sont les militaires congolais qui occupaient le Rwanda, parce que les Rwandais étaient... Oui, revenons plutôt sur les champs, l'intrusion dans les champs politiques de notre ami... Mais on y arrive, on y arrive. Ce sont les soldats congolais qui occupaient le Rwanda. Comment expliquer que 36 ans après l'indépendance du Congo, le Rwanda, qui est plus petit que le plus petit département français, puisse conquérir militairement le Congo, qui est 5 fois plus grand que l'Hexagone. Donc les champs politiques actuels... C'est ce que tout le monde se pose comme question. Ce qui fait dire que le champ politique actuel a été fortement influencé par cette agression militaire. Certains ont parlé des libérations, mais nous sommes rendus compte qu'en 1918... C'était plutôt l'occupation. En 1918, c'est ceux-là même que nous avons salué de libérateurs sont devenus des agresseurs. Non, les occupants, appelez les chats par les chats quand même. Deuxièmement, voilà, donc, quand vous dites tout cela, il ne faut pas les dire avec légèreté parce que ça a influencé les champs politiques au Congo. Deuxièmement,
Hein, donc il y a le principal acteur, le chef de l'État, devenu président de la République dans des conditions qui n'ont jamais été élucidées. En 2001, d'une part, et d'autre part, aussi bien les élections de 2007 plutôt, que les élections de 2011, les résultats restent controversés parce que il y a des suspicions tout à fait avérées des fraudes électorales. Troisième élément, dans l'entre-deux tours aux élections de 2007, ils ont de la violence de l'armée, de l'État. Il a attaqué la résidence de M. Jean-Pierre Bemba qui était candidat aux élections. Oui. Et après les élections, bien qu'il ait gagné officiellement, il a encore usé des violences, ce qui a amené finalement M. Jean-Pierre Bemba à quitter le pays. Donc un champ politique qui a été façonné par l'intervention des armées étrangères. Deuxièmement, à partir de 2001, c'est lui qui a émergé comme leader du champ politique, très soutenu par notamment la Belgique. Or, nous savons tous dans notre pays que les soutiens de la Belgique à une faction politique au Congo, ça n'a jamais été dans l'intérêt du Congo et des Congolais. C'est ce que pense tout le monde. Maintenant, est-ce que, face à lui, lorsque nous voyons des gens de son propre camp refuser la révision constitutionnelle, il faut se poser des questions. Tout à fait. Pourquoi refuse-t-il cette révision constitutionnelle? Tout à fait, tout à fait. Et enfin, ceux qui, pour prendre un acteur majeur, le président du Sénat, bon, qui a fait des déclarations qu'on connaît par rapport à cette révision constitutionnelle. Qu'est-ce que cache le jeu qu'il est en train de jouer? Parce que, à mon avis, il est en train de recycler ce qui a été à une certaine époque chez nous, le groupe de Mbinza, c'est-à-dire le groupe d'hommes politiques pro-occidentaux soutenus par les États-Unis d'Amérique notamment, et puis la Belgique. Faisait partie du groupe de Mbinza, le général Mobutu en tant que commandant de l'armée, Tout à fait, oui. Victor Nendaka, chef de la sûreté, Justin Bomboko, ministre des Affaires étrangères. Le groupe de Mbinza soutenait Adoula, mais est-ce qu'Adoula était vraiment membre du groupe de Mbinza? On peut se poser la question. En tout cas, il avait l'appui du groupe de Mbinza. Tout à fait. Kandolo, qui a travaillé pendant longtemps au ministère de l'Intérieur, et puis surtout Albert Ndele qui avait les finances en tant que gouvernement. Tout à fait, tout à fait. Ce groupe de Mbinza a réussi à faire et à défaire certains gouverneurs parce que c'est le groupe de Mbinza qui a fait revenir Tchombe au pouvoir. Et le groupe de Mbinza a été constitué sur quelle base? C'est-à-dire essayer de rassembler des gens qui soient représentatifs de toutes les régions du Congo. Et je pense que Kengo Adondo a les moyens de pouvoir rééditer le jeu du groupe de Mbinza. Il a été procureur général de la République, Tout à fait. Premier ministre, plusieurs fois, au moins 2 fois. Oui. Maintenant, il est président du Sénat. Oui. Il a des réseaux à l'étranger, notamment la Banque mondiale Tout à fait. et d'autres grands groupes. Il a autour de lui toute une clientèle, des gens qui sont devenus ministres du temps de Mobutu grâce à lui. Tout à fait. Et donc, je pense que comme c'est un homme futé, il est capable de récupérer la mise. Maintenant, le problème de Congolais, c'est de savoir est-ce que nous pouvons peser devant un tel groupe? Parce que je pense que le chef de l'État actuel est en train de se démonétiser. Parce que ça fait plus d'un an qu'il n'y a pas de gouvernement. Et donc, si jamais il dit aujourd'hui qu'il ne va pas réviser la Constitution, donc il ne va pas se représenter une 3e fois, c'est fini. Oui, mais voyons que depuis un certain temps, le Congo a toujours été considéré comme un non-État. Bon, là, réviser ou ne pas réviser la Constitution, est-ce qu'il y a des garanties à ce que le pays devienne un État après la révision ou la non-révision de la Constitution? C'est de ça qu'il s'agit ici. Hein. Oui, le pays n'est pas une abstraction. Il y a une société civile congolaise dynamique et capable de pouvoir se prendre en charge.
Oui, mais le tout est de s'organiser. J'ai suivi dernièrement une émission avec le professeur Bouillot qui disait que les pays, depuis l'indépendance, le pays a toujours été dirigé par des hommes en armes qui empêchent, qui ont confisqué les champs politiques dans les pays. C'est ça que c'est le mal que nous avons aujourd'hui. Et comment guérir ces mal? C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Bon, vous savez, de 61 jusqu'à 65, Oui. nous avons eu deux gouvernements civils. Le gouvernement de Cyril Adoula, de 61 à 64. Oui. Cyril Adoula a été désigné Premier ministre par le parlementaire congolais réuni en congrès au conclave de Lovanium. Tout à fait. Tshombe est rentré en 64, c'est Mobutu qui a fait pression pour que Tshombe revienne, parce que Tshombe, lui, il allait engager des mercenaires pour lutter contre les rébellions. Tout à fait. Tshombe a organisé des élections en 65. Oui. À cette époque, nous étions le seul pays d'Afrique subsaharienne qui a organisé des élections législatives tout à fait pluralistes. Oui. Alors, donc, ce ne sont pas des hommes en armes. Même si le groupe de Mbinza était assez puissant, mais ce n'était pas des hommes en armes. Et même lorsque Mobutu fait son coup d'État en 65, il prend soin de venir légitimer son pouvoir devant les parlementaires. Et d'ailleurs, je pense que ce jour-là, les parlementaires congolais ont manqué peut-être d'audace ou bien d'intelligence politique. Parce qu'ils auraient pu poser la question au général en disant « Oui, mon général, vous dites, vous restez au pouvoir pendant 5 ans. Est-ce votre décision ou celle du haut commandement? Parce que la déclaration du haut commandement militaire n'a jamais dit qu'on donnait à Mobutu un pouvoir pendant 5 ans. C'est lui-même qui a dit qu'il reste 5 ans. Mais il est venu le dire devant le Parlement. Ce qui veut dire que même lui qui était commandant-chef de l'armée, qui venait de prendre le pouvoir par la force, a pris soin de respecter les parlementaires congolais, c'est-à-dire l'électorat congolais, c'est-à-dire les citoyens congolais. Je veux dire par là qu'il y a toujours moyen de créer des rapports de force de telle sorte que l'armée, le poids de l'armée ne soit pas prépondérant. Je rappelle qu'à la conférence nationale souveraine, le chef d'état-major de l'armée, le général Mayele, a fait un discours prodigieux où il a fait une critique d'abord de la politique militaire menée dans notre pays depuis 1960. Ça a d'ailleurs surpris beaucoup de gens, y compris même les gens de l'opposition, qui ne s'attendaient pas à ce qu'un militaire, de surcroît originaire de l'Équateur, vienne faire preuve d'objectivité, de courage et d'intelligence. C'est ça, souvent, le problème des hommes politiques au Congo, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de préjugés. On est incapable d'anticiper. Eh bien, voilà, Mayele a surpris les gens à la conférence nationale. Ce qui veut dire que Mayele il a conclu son discours en disant Monseigneur le Président, en s'adressant à Monseigneur Mosengo, l'armée vient du peuple. Et donc, l'armée va respecter toutes les décisions qui sortiront de la conférence nationale, parce que la conférence nationale, c'est l'émanation du peuple. Donc, on ne peut pas dire que nous soyons à la merci perpétuellement des hommes en armes. D'autant que chez nous, actuellement, depuis la débâcle de 96-97, l'armée a perdu toute crédibilité. Et d'ailleurs, les corps des officiers actuellement, s'agit-il de Congolais ou de Rwandais? Ça encore, c'est une question à se poser. Donc, j'espère que nos amis téléspectateurs ont suivi tous les pertinents éclairages de M. Anissé Mobé, que je rappelle est un chercheur en sciences sociales. Donc, nous allons poursuivre avec notre deuxième thème, le rôle... Je tiens à vous remercier, à remercier aussi les téléspectateurs qui nous ont suivis. Tout à fait. Et je pense que les diasporas congolaises, en Europe, en Amérique, ont un rôle à jouer, un rôle considérable à jouer dans l'état actuel des choses. Les choses paraissent chaotiques, mais si nous faisons preuve d'intelligence, nous pouvons les récupérer. Vous savez, en 1955, quand le roi d'abord en 1954, les Belges vont réviser leur constitution dans le sens de faire du Congo et de la Belgique une seule et même entité. 1954. Évidemment, ils sont confortés dans cette idée. En 1955, quand le roi Baudouin vient chez nous, il est triomphalement accueilli.
Oui. Même en Belgique, les rois Baudouin, à cette époque, n'avaient jamais connu un tel enthousiasme de la part des populations. Exactement, les Belges sont confortés, ils pensent que les Congolais sont contents, heureux et sont contents de la colonisation. Non. Un an après, le groupe de conscience africaine, ILEO, Labako, Kasavubu, publie des manifestes pour exiger l'indépendance du Congo. Les Belges ont répondu par beaucoup de mépris. Ils vont organiser des élections municipales en 1957. Pour eux, bon, on va contenter les Congolais. Ce n'était pas le vent de l'époque qui est parti. Pas du tout, parce que en 1958, quand Kasavubu, le jour de son installation comme maire de la commune de Dendal, l'actuelle commune de Kasavubu, dit voilà, déclare pour nous Congolais, vous voyez Kasavubu qui a été élu maire en tant que président de la BACO, une association culturelle de Bakongo, mais une fois élu, c'est-à-dire une fois loin du suffrage universel. Il s'adresse maintenant aux Belges en tant que Congolais, au nom des Congolais, pour dire voilà, pour nous, ce n'est qu'une étape pour aller vers l'indépendance. Il est sanctionné. La même année 58, bien avant lui, il y avait quand même... La même année 58, le Belge organise une grande exposition universelle en Belgique pour le Congo est mis en évidence comme la grande réussite de la Belgique. Et les Belges, jusqu'en 58, sont diamétralement... L'idée même d'indépendance ne flaire pas l'esprit des Belges. Oui, mais il y avait Simon Kimbangu qui lançait aussi Cela n'empêche pas que le Congolais, en 59, 6 mois après l'exposition, de se révolter contre les Belges. Je veux dire par là que lorsqu'un peuple est déterminé, lorsqu'un peuple arrive à nouer une alliance de classes privilégiées entre une partie de l'intelligentsia et le peuple, eh bien, ce peuple-là finit toujours par faire triompher ses idéaux. Puisque vous citez Simon Kimbangu, il est resté en prison pendant plus de 30 ans, plus longtemps que Mandela. Il n'a pas transigé jusqu'à la fin, il n'a pas renoncé à ses convictions. 1920, c'est Paul Panda Farnana, un des tout premiers intellectuels congolais qui vivait en Belgique, il ne prononce pas encore le terme indépendance, mais il exige pas mal de choses en faveur du Congolais, notamment l'élection d'un conseil général au suffrage universel pour traiter des problèmes du Congo. Donc, je crois que les diasporas ici, puisque souvent, ce qui est décidé ou ce qui n'est pas décidé de l'étranger, de Bruxelles, de Paris, de Washington, de Londres, a des impacts sur le champ politique au Congo, eh bien, faisons du lobbying intelligemment pour que nous commençons à peser aussi, nous, sur les rouages, là où c'est pas des décisions. Pensez-vous que la diaspora congolaise est assez mûre pour mener de tels mouvements, ici en Europe? Mais vous savez, vous savez, la maturité ne tombe pas du ciel, hein, ce n'est pas la manne. Hein. Vous savez, dans l'histoire des religions au monde, la manne du ciel n'est tombée qu'une seule fois. Donc il faut soi-même se mûrir, il faut soi-même, lorsque vous faites des émissions, c'est pour contribuer justement aussi à produire l'intelligence du politique, de l'histoire, pour que les gens les Congolais soient capables, je dirais même, retrouvent ce qui a fait la qualité des Congolais dans l'histoire, où nous avons pu gagner des grands combats, et je pense que nous sommes capables de gagner d'autres combats. D'accord, j'espère que nos amis web spectateurs ont suivi avec beaucoup d'intérêt ce que vous venez d'expliquer, et puis je rappelle que vous suivez Zion TV, www.ziontvinternational.com, donc vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On vous remercie beaucoup de votre attention sur notre chaîne. Nous allons sans plus tarder passer à notre deuxième thème de prévu.